Bonjour à tous, c'est Dan. Et le petit yaourt. Bienvenue dans ce nouveau vlog de nos aventures en Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui on est le 15 janvier et on est tout au sud de l'île du Sud et on se dirige vers Milford Sound. Un endroit très touristique puisqu'il y a un demi-million de visiteurs par an. On est parti très tôt ce matin pour essayer d'éviter un peu les hordes de touristes. Et puis parce que le camp gratuit le plus proche de Milford Sound, il est quand même super loin, hein, donc on a au moins 3 heures de route. Donc aujourd'hui, en gros, on va faire 400 km. Et sur la route, on s'arrête à plein de petits spots parce qu'il y a plein de petites choses à voir. Des likes, des petites marches, et puis on verra bien. Le tunnel, le tunnel, le tunnel, le tunnel. Et c'est parti. Wow, on voit trop bien la caméra. Même en vrai, moi je vois rien du tout. Oh, il y a de l'eau qui ruisselle. Tu me ruines ma vidéo. On est le dimanche 20 janvier et on vient de terminer toute la partie sud-sud de l'île du Sud. On vient de faire donc les Catlins et là on est en train de remonter la côte est tranquillement et on est arrivé à Dunedin, même si on aimerait beaucoup prononcer cette ville Dunedin parce qu'on est quand même un peu fan du Seigneur des Anneaux. Hein. Dunedin, qui est donc une ville avec plein de rues qui montent beaucoup. Ouais, dès qu'on est arrivé, on a tout de suite dû grimper en voiture, on a perdu 36 litres d'essence. Et Dunedin, ou Dunedin, comporte la rue la plus pentue de Nouvelle-Zélande. Elle a une inclinaison de 35 degrés et on ira voir ça. Je pense qu'on la fera pas en voiture et qu'on la fera peut-être même pas à pied parce qu'on va mourir. Toujours est-il que Dunedin est une ville super jolie. Elle a un fort héritage architectural écossais et ça fait des gros bâtiments en pierre noire avec noir et blanc, tout ça. J'adore, c'est super beau. Il y a des grosses églises, des grosses cathédrales, des gros bâtiments bien imposants. La gare, elle est super belle. On va aller la voir aujourd'hui parce que hier il faisait un peu moche, donc aujourd'hui il fait beau. Voilà. Il y a quelqu'un à côté.
Alors on est toujours à Dunedin, parce que oui, j'ai appris à le prononcer correctement, et on est dans la Baldwin Street, la rue la plus pentue du monde. Elle est même dans le Guinness Book des records. Et donc à son inclinaison la plus penchée, elle est à 35 degrés, ce qui est carrément pas mal, et un peu chaud à grimper. Et il vaut mieux pas y aller en voiture. On est le 25 janvier et il y a quelques jours on a quitté Dunedin Dunedin. pour continuer à longer la côte est jusque Timaru, c'est là où on est là tout de suite. Et là on va requitter la côte est pour repartir un peu vers l'ouest jusqu'aux grosses montagnes et on va au lac Tekapo. Mais d'abord petit arrêt à l'essence. Si vous vous posez la question, là l'essence en ce moment on la paye dans les $2, $2,05 le litre, ce qui fait 1,21 € le litre d'essence, hein, pas de diesel. Donc ça va. On l'a payé plus cher quand on était dans le nord, dans l'île du Nord, mais là en ce moment les prix ils ont baissé. Bon, on continue dans le mois de janvier bien pourri. On est arrivé au lac Tekapo, comme vous avez pu le voir. Et après la panne de batterie de la voiture, maintenant c'est au tour de la pile de l'alarme de la voiture. Alors déjà que cette alarme nous fait chier depuis le début parce qu'elle arrête pas de sonner et je sais pas, c'est de la merde. Et du coup on ne peut pas démarrer la voiture. C'est un système d'immobilisation du véhicule, donc si tu t'appuies pas sur le bouton du bip bip, hein, et ben ça, tu peux pas démarrer, voilà. Donc on est coincé. Et pour enlever la pile de ce truc, il faut un tournevis. Et évidemment, on n'a pas de tournevis. Et là, on est dans un endroit où il n'y a quasiment pas de magasin. Donc il faut trouver un tournevis et trouver une pile plate. Des piles rondes comme ça, toutes plates. Donc là, en plus, on a les fenêtres ouvertes, donc on peut pas les fermer. Donc moi, j'attends et Dan est parti chercher ça en espérant qu'il trouve. Mais et sinon, il y a un bouton normalement sous le... Enfin, il y a un bouton quelque part dans la voiture qui permet normalement de passer outre cette alarme à la con, mais ça ne marche pas non plus. Voilà, nous avons tout essayé. Franchement, 2019, pour l'instant, c'est un peu de la merde. En plus, là, on est arrivé donc au lac Tekapo, et le premier truc qu'on allait voir, c'est l'église de Good Shepherd. C'est une toute petite église en pierre qui est très très connue. Parce qu'il y a énormément de photos Instagram de cette église. C'est Instagram qui l'a fait connaître. Sinon, c'était une église dont tout le monde se foutait royalement. Elle n'est pas spécialement incroyable à voir. C'est une toute petite église en pierre qui date des années 30, donc c'est même pas super vieux. Et bon, je savais concrètement que ça allait pas être super intéressant, mais c'était encore pire que ce que je croyais. Voilà, c'est un bon exemple de Instagram versus la réalité. C'est-à-dire que là, en vrai, la petite église, elle n'est pas du tout perdue au milieu de nulle part. Elle est devant le lac, mais elle est entourée par des espèces de grilles. Il y a des petits chemins, ils ont mis des cônes oranges parce qu'ils font des travaux. Il y a énormément de touristes chinois parce que c'est le premier arrêt que font les bus où il y a tous les Chinois dedans. Et... alors que si vous allez voir par exemple le hashtag Church of the Good Shepherd, vous allez voir les photos Instagram, c'est des super photos avec plein de couleurs de ouf. On a l'impression que l'église elle est petite mais elle est complètement entourée par la nature. C'est pas du tout le cas en fait. Bon, on prend plutôt ça à la rigolade, mais bon, vous saurez quand vous regardez les photos Instagram des paysages. Vous dites waouh, c'est vraiment magnifique, faut que j'aille faire un voyage là-bas, ça a l'air vraiment trop beau. La plupart du temps, vous verrez jamais les paysages ou les bâtiments architecturaux comme ça. Et c'est le cas pour la Nouvelle-Zélande. On passe un excellent voyage, on a vu des très très beaux paysages, mais ça n'a rien à voir avec les photos qu'on peut voir sur Instagram. Ce qui est pas... gênant non plus, hein, mais du coup regardez attentivement les photos Instagram, vous verrez que Photoshop est passé par là, hein. Les couleurs des fois sont complètement absurdes. Par exemple, vous allez avoir un ciel super bleu
Vous dites waouh, c'est vraiment trop beau, l'eau elle est toute bleue. Et en fait, vous allez regarder l'herbe et vous allez la trouver drôlement fluo, l'herbe. Hein. C'est parce que quelqu'un a juste complètement augmenté la saturation de l'image. Bref, je sais pas. Je partais à la base de la batterie de la lampe. Et comme je m'ennuie, eh bien voilà. Je vous raconte un peu mon impression. Et surtout, la perception que vous allez avoir des paysages varie énormément en fonction de la météo. Vous avez l'impression qu'il fait toujours beau en Nouvelle-Zélande parce que c'est ce qu'on vous montre, mais c'est pas du tout le cas. Il pleut très très souvent et même en été, le temps est très bizarre ici. Hein. Vous pouvez commencer le matin et il va faire super froid. Ensuite, le soleil va se lever, vous allez crever de chaud, il va faire 28 degrés. Ensuite, des nuages vont arriver, il va se mettre à tomber à verse. Ensuite, le vent va arriver, il va chasser les nuages. Mais le soleil va être là, vous allez plus le sentir, mais par contre, vous allez cramer. Et ensuite, vous allez être congelé la nuit, quoi. Concrètement, il y a 2-3 jours, il faisait 8 degrés le matin. J'ai dû mettre deux couettes là dans la voiture tellement il faisait froid. Donc bref, tout ça pour dire que la météo change très très vite en Nouvelle-Zélande, c'est très difficile de savoir comment s'habiller. Et du coup, ça modifie clairement la perception des paysages. Vous allez arriver à un endroit, malheureusement il va faire tout gris, et le paysage sera forcément peut-être moins joli que ce que vous aviez prévu. Et en même temps, des fois, moi, quand il pleut, il y a des paysages que je préfère, ou quand il y a de la brume, ou ce genre de choses. Donc c'est tout un tas d'expérimentations à faire. On dit souvent, la Nouvelle-Zélande, il y a des paysages magnifiques, pas beaucoup de population, et c'est vrai, en dehors des grandes villes, vous êtes assez au calme. Mais depuis 4-5 ans, le nombre de campeurs double chaque année. Et là, on est arrivé à un point que je trouve quand même assez critique. Hein, si vous venez là en décembre, janvier, je vous le recommande pas. C'est vraiment la cohue partout. Les camps gratuits sont blindés très très tôt. Genre, je sais pas, à 16h. Donc en gros, vous êtes obligé, si vous voulez ne pas payer les campings payants qui sont hors de prix, et ils sont nuls franchement, il faut arriver tôt dans les camps. À 15h quoi, limite il faut déjà se garer dans le camp, et une fois que tu es dans le camp, tu peux plus faire grand chose quoi, tu restes à côté de ta voiture et puis tu te fais chier. Et ça c'est très dommage. Donc si vous avez en tête de parcourir la Nouvelle-Zélande pour être isolé, seul, et en fait ça va pas trop être ça. Moi c'est ce que je recherchais ici. Dan aussi, et c'est vrai qu'on n'a pas trop trouvé. On est tout le temps entouré par plein de gens, beaucoup de touristes, beaucoup de campeurs. Il est assez difficile de pouvoir camper où vous voulez. Il faut obligatoirement aller dans des camps spéciaux, des parkings spéciaux. Ils sont pas forcément toujours très jolis. Nous, on vous a montré vraiment que les plus beaux, mais allez, je vais dire 60% de tous les camps gratuits qu'on a fait, c'était juste des vulgaires parkings en ville ou avec des vues pas forcément très sympathiques. Donc voilà, c'est juste un petit point à savoir si vous voulez partir en Nouvelle-Zélande. C'est de plus en plus difficile en tant que campeur. Après, si vous venez, que vous allez dans des hôtels, des lodges, c'est complètement différent, mais c'est peut-être, vous recherchez pas la même chose non plus, mais si vous voulez vraiment être isolé et seul dans la nature, alors il y a des endroits où ce sera le cas, il y a des endroits beaucoup moins touristiques et tout, mais bon, décembre, janvier, faut oublier. C'est vrai que là où on a été le mieux au final, c'était en septembre. Septembre, octobre, on était bien, on avait quand même du soleil, il faisait froid, mais on était quand même pas très nombreux, surtout. Il y avait quand même pas mal de campeurs, mais il n'y avait pas beaucoup d'énormes camping-cars ou de caravanes. Et en décembre-janvier, il y en a beaucoup plus parce que les Néo-Zélandais aussi partent en vacances, c'est leurs grandes vacances, donc ils sortent les camping-cars. Cette fois, j'arrête mon blabla. Bon, Dan a trouvé des tournevis. Il a aussi trouvé des piles, mais malheureusement, c'était pas les bonnes piles. Putain.
Oui, non, c'était pas des piles plates, mais des toutes petites piles bizarres. Je ne sais même pas si on va pouvoir en trouver. C'est un cauchemar. Dan a fait tous les magasins. Enfin, en même temps, il n'y en a qu'un ici. Il a fait le garage, il a fait la station-service. Personne n'a cette pile. Il y a un mec du magasin qui lui a dit que lui, à un moment donné, il cherchait aussi une pile comme ça et qu'il a dû aller jusqu'à Christchurch pour en trouver une. Et le problème, c'est qu'on peut pas démarrer la voiture sans cette pile. Et que pour faire retirer le système d'alarme au garage, ce serait 150 $. Et je sais même pas s'il le ferait, parce qu'apparemment, c'est des têtes de con au garage. Nouveau recours, là, c'est que Dan va retourner voir ce monsieur qui avait été jusqu'à Christchurch pour chercher une pile, pour qu'il nous prête sa pile, pour qu'on démarre la voiture et qu'on se casse d'ici. On lui rend sa pile. Et une fois que c'est démarré, on se casse et on retourne là, à Timaru. Donc voilà, 1h15 de route, sans borne pour rien, pour trouver une pile. S'il nous la prête pas, je sais pas trop ce qu'on va faire en fait. À part demander à tous les gens s'ils ont cette pile. Bon, on a survécu à cette journée. Donc la pile qui s'avérait en fait ne pas être une pile plate, mais une autre pile, je ne sais plus le nom. Cylindrique. Cylindrique. Non, je cherchais la référence, mais on s'en fout. Il y en avait nulle part dans la ville, mais Dan est tombé sur un monsieur qui lui en avait une. Alors il est venu nous l'amener. Quoi? Je suis tombé sur un monsieur au hasard. Ah ouais? Non, bah si, c'est au hasard quand même. Bah, c'est à lui que je voulais en acheter à la base. Ouais, c'est à lui qui voulait en acheter à la base. Bon, bref. Et il est venu nous l'amener et bref, on a remplacé la pile et en fait c'était pas ça, ça marchait toujours pas. Et Dan après il a mis ses doigts dans les composants électroniques du machin, circuit de... Comment ça s'appelle? T'appelles la petite télécommande? Ça? Ouais. De la petite télécommande et là ça a remarché. Alors on s'est vite sauvés. Et on prie pour que ça remarche indéfiniment. Mais c'est bizarre quand même. Nous sommes le 5 février, on est de retour à Christchurch et l'épisode de la clé partie 3 est là. Alors la dernière fois vous avez dit qu'il fallait changer la pile et qu'en fait bah non, c'était pas la pile, c'était un petit composant qui avait une patte de cassé dans la télécommande. Et on a fait plusieurs garages et ça coûte 200 balles pour faire changer la clé et ça coûte 200 balles pour faire retirer le système d'alarme. Alors du coup, je me suis dit, quitte à perdre 200 balles, autant essayer avec 30 $ supplémentaires. On est allé dans un petit magasin type Brico Dépôt qui s'appelle Bunnings ici. On a acheté un petit fer à souder de précision, un petit peu d'étain,
Et je me suis dit, bah je vais ressouder la clé moi-même, je vais ressouder la patte directement sur le circuit imprimé. Et du coup, bah c'est ce que j'ai fait ce matin. Et du coup, bah ça marche. Et du coup, on a économisé 160 $. Voilà le matériel de précision et la clé maudite. Avec le petit point de soudure que j'ai fait maison ici. Voilà. Bon, c'est pas du travail d'orfèvre, mais ça fait le job, la clé marche. Tout ça pour une vieille clé de merde des années 80 quoi. Voilà. Je suis extrêmement fière. Je suis extrêmement fier également. Nous étions fébriles, hein. Oui. On avait peur de tout niquer. Après, c'est pas grave, on avait allumé la voiture avant, histoire de... Bon, comme ça on peut aller au garage au moins. Comme quoi, la techno au collège, ça sert. Bon, du coup maintenant on va quand même aller au garage, mais cette fois pour faire la vidange parce que elle en a besoin la titine. Et oui. Ça y est, on a survécu à cette journée. Donc ce matin, après avoir ressoudé la clé, on a pu faire la vidange de la voiture. C'est comme neuf, c'est parfait. On a fait pas mal de trucs à Christchurch aujourd'hui, on a eu une grosse journée. On est allé au musée d'ailleurs, je vous recommande le musée, il est carrément pas mal, il est plutôt grand. Et du coup là, ça y est, on est enfin posé au camp. On se félicite avec une petite bière. Une petite bière néo-zélandaise d'inspiration belge. Et oui, brassée comme une triple belge. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Et puis le petit yaourt, les bombailles, le cidre, féroa et citron. Une petite tuerie aussi. Cheers! Tiens, là c'est marrant parce qu'il n'y a pas longtemps on vous parlait des camps qui étaient blindés de monde, qui ressemblaient juste à des parkings dans lesquels les gens se cloisonnent les uns aux autres, collés serrés à 3 cm les uns des autres. C'est le cas ce soir, et hier soir aussi on était dans le même camp. On est vraiment très nombreux dans ce camp, il y a beaucoup de campeurs, mais ça a quand même quelques avantages. Parce que si certaines personnes se collent à ta voiture et tu peux pas ouvrir ton coffre pour égoutter tes pâtes, ce qui est plutôt pas très pratique, eh bien il y a d'autres campeurs qui sont beaucoup plus civils et beaucoup plus sympathiques, notamment un gars ce matin qui nous a filé des pancakes parce qu'il en avait fait beaucoup trop, et donc du coup bah voilà, ça fait un super goûter. En plus ces pancakes font 300 kg chacun. Beau bébé. Sur ce camp on est nombreux, aujourd'hui on est nombreux, mais hier on était encore plus nombreux. Je vais vous montrer un petit peu combien on est. Vous allez voir, on n'est pas tout seul, perdu dans la pampa. On est le dimanche 10 février et on est remonté à Blenheim où on était déjà venu quand on est arrivé dans l'île du Sud. Donc on est quasiment tout au nord de l'île du Sud et il fait très chaud.
Voilà, on est le 18 février et on a quitté l'île du Sud. On a pris le ferry. On s'est retrouvé d'ailleurs à garer la voiture au-dessus du ferry, ce qui fait qu'on a dû la nettoyer en profondeur car elle était pleine de sel. Et là du coup on est à Wellington et bah voilà, c'est fini l'île du Sud. De retour dans l'île du Nord, le dernier trajet avant le grand retour en France. Mais dans l'île du Nord, on a encore plein de trucs à faire. Déjà hier, on a fait une deuxième virée à Wellington et c'était plutôt pas mal. Si vous passez au musée Te Papa, le plus grand musée du pays, il y a une exposition qui est gratuite et qui a été faite par Weta Workshop en partenariat. Et leurs sculptures sont plutôt magnifiques, c'est des sculptures gigantesques et hyper réalistes, et donc ça raconte l'histoire de la campagne de Gallipoli qui contenait quelques militaires néo-zélandais et australiens et pendant la Première Guerre mondiale, et c'était plutôt intéressant. Du coup, on va clôturer ce vlog ici. Il y en aura encore un autre qui finira, je pense, notre trajet dans l'île du Nord. Avec potentiellement le Tongariro. Du coup, si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez aussi laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé et ce que vous voudrez voir dans le dernier vlog. En attendant, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. On vous fait des gros bisous!